Peut-on améliorer l'expérience patient grâce au design de service? Denis Pellerin, expert chevronné en design de service, nous révèle comment le design peut transformer radicalement le secteur de la santé. Découvrez son approche innovante qui vise à rendre l'expérience des patients plus humaine, simple et intuitive. Adapter les soins de santé pour qu'ils répondent de manière plus efficace aux besoins, attentes et aspirations de toutes les parties impactées, que ce soit les patients, les professionnels de santé ou les aidants. Bonjour, je suis Adriana Georges, experte passionnée de sciences, santé, innovation et entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Rejoignez notre communauté dynamique des visionnaires santé pour explorer et contribuer à des stratégies innovantes et durables pour une santé plus individualisée. Cliquez simplement sur le lien qui apparaît dans la description ou par ici. Maintenant, place à notre conversation inspirante avec Denis Pellerin. Bonjour à tous, bonjour Denis. Bonjour Adriana. Je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter tout simplement, brièvement, présenter un peu ton parcours, notamment des éléments clés qui ont façonné ta vision et ta carrière et ce que tu es aujourd'hui? Donc, je suis designer de service. J'ai été pendant une quinzaine d'années cofondateur de l'agence User Studio à Paris. D'accord. Et aujourd'hui, je suis implanté à Toulouse. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu étais devenu designer? Comment tu t'es dit? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Est-ce que c'est un peu plus tard? Je pense que designer, j'avais pas forcément mis le mot dessus dans l'enfance parce que c'était pas forcément si répandu que ça dans mon entourage. Par contre, j'y suis venu par le dessin. Je crois que je suis un dessinateur initialement. Et j'affectionne vraiment cette pratique depuis tout petit. Comme disent certains dessinateurs, à la différence de certains, moi je me suis jamais arrêté de dessiner. Voilà. D'accord. Et je suis arrivé justement au design par ce goût de la mise en forme, de la forme, et de voir comment ces dessins, ces choses qu'on met en forme, pourraient intégrer le quotidien des gens. D'accord. Du coup, tu as fait les beaux-arts? J'ai fait l'école d'art de Rueil-Malmaison, qui est en banlieue parisienne. D'accord. Et ensuite, j'ai fait l'école nationale supérieure de création industrielle, ça s'appelle l'ENSI Les Ateliers, qui est à Paris, qui est une des écoles françaises nationales, donc, qui forme au design, donc à la création industrielle, comme ça s'appelait au début des années 80, quand l'école a été créée, et qui s'intéresse à former des designers, les designers de demain, c'est-à-dire sur des sujets qui sont des sujets de l'industrie telle qu'on la connaît, mais aussi des nouvelles industries ou des secteurs frontières, on va dire. D'accord. Et si j'ai bien compris, donc tu as monté User Studio. Oui. C'était quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu monter ce studio? Pourquoi tu as voulu rester par exemple salarié dans une entreprise? Alors, c'est avant tout une histoire, à la base, une histoire humaine, en fait, de rencontre. On s'est rencontrés avec mes deux associés sur les bancs de l'école et à partager des valeurs et un certain regard sur le monde, et notamment un certain regard sur les services qui nous entourent et les produits et interfaces numériques qui jalonnent ces services. Et donc on a assez naturellement eu envie de travailler ensemble et ensuite de fonder cette agence. Initialement, absolument pas dans la perspective de se dire on va faire quelque chose, une grande agence, quoi que ce soit. On a plutôt eu envie de faire des projets ensemble et c'est ça qui a guidé notre aventure entrepreneuriale. D'accord. Tu as vécu aux États-Unis, si j'ai bien compris? J'ai vécu un tout petit peu aux États-Unis. J'ai été. Ne soyons pas. On va dire.
faire plus que ce que ce n'est. J'ai eu la chance de partir un petit peu moins d'un an à San Francisco pour travailler en stage dans une agence de design qui à l'époque s'appelait One & Co, qui faisait partie des grandes agences de design de San Francisco. Et j'ai eu la chance de me frotter à la conception de beaucoup de devices électroniques, un petit peu avant l'iPhone, avant la sortie de l'iPhone. Et c'était une expérience vraiment marquante qui a très certainement appuyé mon intérêt, ma curiosité pour d'autres choses, les autres aspects qui peut-être se cachent derrière les objets qu'on a entre les mains et qui sont des objets numériques. Donc les interfaces, évidemment, les interfaces graphiques qui sont à l'intérieur de ces objets, et puis tous les usages que ça permet. Et là, ça va au-delà des objets. Évidemment, ça s'appuie énormément sur ces objets, mais ça va au-delà de ça. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé finalement de te spécialiser dans le domaine de la santé ? Alors, comme tu dis, design, santé, on n'y pense pas forcément. Ouais, j'ai en effet été un peu rapide sur cette partie-là, mais c'est la partie qui m'intéresse le plus ces 10 dernières années. C'est les bouleversements dans le domaine de la santé. On a la santé qui est en pleine effervescence aujourd'hui, qui connaît des transformations qui sont importantes. Et je pense qu'à la base, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le domaine de la santé, c'est le fait que ça soit finalement un secteur qui est pas classique du design. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné, c'est d'aller aux frontières de ce que le design fait habituellement, là où il est attendu. Oui, parce qu'en général, quand on dit design, on pense soit à des sculptures, ou soit à des tables, du mobilier en fait, ou un bâtiment avec un design particulier. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à des choses un peu plus du quotidien. Alors qu'on est entouré en fait de manifestations, d'expressions du design. Il y a aujourd'hui, fort heureusement, il y a beaucoup de designers qui œuvrent justement à rendre notre quotidien le plus intuitif, facile, accessible. Et en fait, dans le domaine de la santé, c'est pas ça encore. C'est clairement pas ça. Et la tâche est ardue et le challenge est important, mais c'est ça qui m'intéresse. Et peut-être une autre chose qui m'a conduit un peu naturellement vers des projets de santé, c'est évidemment là encore des rencontres, de participer à certains projets et se dire ah tiens c'est vraiment chouette, ça résonne avec des aspirations qui sont les miennes. Oui, ça a du sens. Et ça a du sens. Et ça a du sens à double titre, c'est que ça faisait bien écho aussi à une sensibilité que j'avais acquise les années précédentes en travaillant aux côtés d'acteurs publics. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire. Là encore, c'est pas forcément, on n'est pas très très attendu. En tout cas, il y a une quinzaine d'années ou même encore une dizaine d'années, il y avait pas encore beaucoup de designers dans la sphère de l'action publique ou de la conception de politique publique. Et dans le domaine de la santé, encore moins. Du coup, pour que les auditeurs comprennent mieux ce que c'est, en quoi le design peut apporter quelque chose dans le domaine de la santé ? Je vais en passer par peut-être un exemple. Un projet alors, peut-être par un exemple déjà qui permet de saisir de quel design on parle. Oui. On parle beaucoup aujourd'hui, il y a plein de termes. Aujourd'hui, il faut arriver à faire un peu le tri. On entend parler justement de design de service, UX, UI design. Donc, ces questions de parcours,
d'expérience. Ouais. Voilà. Expérience utilisateur, le fait que la prise en main soit facile, que ça donne envie Exactement. d'utiliser un outil. Enfin, je sais que pour les dispositifs médicaux, c'est clé, hein, que le patient finalement ou le professionnel de santé ait plaisir à utiliser le dispositif, parce que si c'est pas le cas, si ça donne pas envie, ben en fait on l'utilise pas. On l'utilise pas et c'est Ou on l'utilise mal. Parce que si c'est vraiment Exactement. pas intuitif et qu'il faut chercher partout la fonctionnalité, peut-être qu'on fera l'effort au tout début, puis au bout d'un moment, on ne le fait plus. C'est en effet un service, très souvent, à peu près tous les designers de services dans le monde utilisent un peu ce même exemple en disant, voilà, un service qu'on utilise tous ou qu'on a déjà utilisé ou qu'on connaît, c'est le Vélib. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un vélo, il s'agit vraiment d'un service d'accès à un vélo qui est partagé, à une flotte de vélos qui est partagée. Et ça, il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de naturel à, on va dire, arpenter une rue, découvrir un vélo, l'emprunter, le ramener à un autre endroit dans la ville. Un vélo qui ne nous appartient pas, qu'on n'a a priori jamais utilisé. Et ça, comme ce n'est pas naturel, il faut redoubler d'ingéniosité dans la manière de concevoir tous ces artefacts qui vont nous faciliter l'usage de cet objet-là, de ce service-là, cet usage-là à ce moment-là. C'est pas juste un produit. C'est pas juste un produit. C'est un écosystème moi je parle d'artefacts, parce que ça va être des produits, mais ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être des interfaces numériques. Donc par exemple, je vais à la borne du Vélib et je vais être en interaction. Mais si je rencontre un problème, je vais être en relation avec une personne en hotline, service après-vente. Si je suis abonné, je vais avoir une carte dans ma poche qui va me rappeler que je peux plus facilement utiliser je comprends qu'en fait, il y a le vélo, on va voir les caractéristiques du vélo lui-même, mais après se dire comment, si j'ai envie de louer entre guillemets ce vélo ou l'utiliser, je sais où en trouver, et puis une fois que j'arrive devant la borne, qu'il n'y a pas un mode d'emploi à lire pour dire comment est-ce que je fais pour m'enregistrer, ou enfin voilà, c'est tout ça en fait. C'est tout ce parcours de se dire qu'est-ce qui... Rendre les choses les plus intuitives possibles. Alors que, a priori, il n'y a rien de naturel à prendre un vélo dans la rue et à le remettre à un autre endroit dans la ville. Ouais. Et ça, pour revenir à ta question sur la santé, c'est d'autant plus important quand les personnes concernées sont diminuées par la maladie ou sont en contact avec des personnes qui sont vulnérables, en situation de fragilité. Ouais. Au moment où une personne souffre d'une maladie, à ce moment-là, elle a besoin que tous les dispositifs qui vont l'entourer soient extrêmement bien faits. Parce que c'est pas au moment où, par exemple, j'ai un problème d'insuline qu'il faut que j'apprenne à utiliser tout un dispositif pour mesurer mon taux d'insuline dans le sang et mon taux de sucre dans le sang. Et c'est pas forcément là où on est le plus patient. Enfin, je pense que quand on souffre, on n'est pas au top de sa forme. Exactement. C'est pas forcément là où on a envie de... Alors, c'est le mot patient d'ailleurs, de ce point de vue, à plusieurs acceptions, mais en effet, on est à ce moment-là, je crois que ça fait partie des choses qui m'intéressent aussi, c'est comment on apporte du soutien, comment on vient à travers une bonne conception de ces points de contact du service, de cette expérience, comment on vient à aider les personnes qui vont être concernées à se décharger, à réduire l'effort, à rendre les choses, tu parlais tout à l'heure de rendre les choses agréables ou désirables. Ça, c'est un peu, on va dire, dans la pyramide de Maslow, c'est vraiment évidemment très très haut. Dans un premier temps, déjà, est-ce qu'elles sont utilisables, on va dire bien faites, et est-ce que
est-ce qu'elles vont convoquer les bonnes émotions? Du coup, juste pour comprendre par rapport à l'UX, UI et tout ce qui a trait à l'expérience utilisateur, ça en reste là ou ça va plus loin? Enfin, c'est quoi précisément? C'est le fait de mettre à plat toutes les étapes, une sorte de flow, pour ne louper aucune étape qui pourrait être bloquante. Ça va sur le format du vélo, si on prend le vélo, format de la borne, ça va sur l'application. Enfin, c'est où exactement tu interviens? Dans quoi précisément? Par exemple, si on prend le Vélib, que le client vient te voir pour ça, Ouais. à quel moment tu interviens et comment tu interviens? C'est juste pour que ça soit clair en fait, pour les auditeurs. En fait, la première chose, c'est que moi, je vais intervenir à un moment où il y a il y a quelque chose qui doit être pensé pour que ça soit fluide, ou alors arriver sur un service qui existe déjà et identifier les dysfonctionnements, des choses qui sont, les Anglais ils appellent ça les pain points, des zones de tension, de douleur, de friction dans un usage. Essayer de comprendre à quel moment il y a quelque chose qui devrait se passer de manière naturelle et qui ne se passe pas de manière naturelle. Ouais. Et évidemment, un des outils majeurs du designer de service, ça va être de penser les choses comme un parcours. Ouais. Bien souvent, les produits, environnements, interfaces, etc., qui nous entourent, ont été peut-être à tort souvent conçus un peu in vitro. Oui. Hors d'un contexte d'usage. Théorique. Je vais penser tel stylo, mais je vais pas réfléchir à finalement où est-ce qu'il va être rangé, comment il va pouvoir se recharger, etc. Et en fait, pourtant tous ces éléments-là, ils font partie de l'expérience. Ils font partie intégrante de l'expérience utilisateur, usager. Et le parcours va aider à remettre finalement des artefacts dans un parcours d'usage. Un parcours d'usage qui va comporter aussi des choses qui sont préalables à l'usage d'un produit ou service. Je donne l'exemple, je sais pas, si je dois... là encore, je prends un exemple dans le domaine de la mobilité parce que c'est peut-être plus évident et ça parlera peut-être plus. Mais je vais louer une voiture, par exemple, emprunter une voiture. En fait, comment je vais me rendre de l'endroit où je suis jusqu'à la voiture que je dois emprunter? Ben, en fait, tout ça, le loueur de voiture pourrait se dire, bah, moi, j'en ai que faire en fait, de ces considérations. Pourtant, peut-être que quelqu'un va se détourner d'une location de voiture parce que entre je sais pas, la gare et puis la voiture, là où la voiture se situe, il y a 2 km et ces 2 km, il ne peut pas les faire parce que s'il loue une voiture, c'est bien parce qu'il a besoin d'être motorisé. Donc il y a pas mal de bagages. Exactement. Et que c'est pas facile d'accès. Donc ça fait partie par exemple d'un continuum qu'il va falloir imaginer et il va falloir apporter des choses qui vont environner un usage et rendre cet usage le plus simple, le plus facile, le plus naturel possible. Du coup, en santé, j'imagine que le design permet de contribuer à répondre non seulement aux besoins, aux attentes, on peut aller jusqu'aux aspirations des patients ou des pros de santé, parce qu'on oublie les pros de santé, mais quelque part, ils sont quand même prescripteurs. Même si aujourd'hui, la donne a changé, beaucoup de patients sont au courant de dispositifs, etc., les utilisent et limite les suggèrent à leur médecin. Je parle de Doctolib, ça a été amené plus par les patients que par les médecins eux-mêmes. Ça répondait vraiment à un besoin. Est-ce que le design, justement, peut aller jusqu'aux aspirations ou on reste sur le côté besoin et attente? Moi, je crois que ça va vraiment jusqu'aux aspirations. On ne peut pas se contenter que sur des questions de besoin. Déjà parce que... Donc, pour prendre un exemple concret dans le domaine de la santé, tu parlais des personnes qui étaient diminuées physiquement, pourquoi pas handicapées. Je pense qu'une de leurs aspirations, c'est de guérir, etc.
mais c'est d'être autonome. Enfin, il y a un moment donné où on n'a pas envie de dépendre de son aidant tout le temps parce qu'on a l'impression d'être une charge, par fierté, par dignité. Et peut-être que ça peut être ça l'aspiration. Comment est-ce qu'on peut faire pour que j'arrive à me débrouiller tout seul? Peut-être pas tout le temps, mais à certains moments. C'est d'autant plus vrai que on a une augmentation significative de l'espérance de vie, des personnes qui vont vieillir, qui vont être plus longtemps, on va dire, en vie, mais plus vieux. D'autant plus de maladies qui sont des maladies chroniques, qui ne sont pas des maladies qu'on guérit, mais des maladies avec lesquelles on vit, et des maladies qui peuvent être très stigmatisantes et qui peuvent être extrêmement handicapantes, notamment socialement, en fait, qui peuvent avoir des impacts justement sur d'isolement, une forme de décrochage. Et tu le dis, on est là, si on prend justement certains exemples de certaines maladies, on prend la maladie d'Alzheimer par exemple, les aspirations ne sont pas forcément de guérir d'Alzheimer, mais sont de pouvoir, par exemple, maintenir certaines activités, de pouvoir continuer à voir ses amis, de pouvoir continuer à faire ses courses seul. Donc des questions d'autonomie, des questions de lien social, des questions de dignité et d'estime de soi. Toutes ces choses-là, en fait, tous ces aspects-là vont être extrêmement importants, des sources, entre guillemets, d'inspiration, ou en tout cas des contraintes très importantes à prendre en compte dans un travail de design. C'est-à-dire que si je dois travailler sur un service à destination des personnes qui justement souffrent de la maladie d'Alzheimer, je vais énormément tenir compte de ces aspects-là. C'est un projet, par exemple, qu'on a pu réaliser à l'époque avec Marie Coirier, Nicolas Couturier, Aurélie Kenschwiller et Julien Legras, dans le cadre d'une commande de la Fabrique de l'Hospitalité aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On avait travaillé sur un hôpital de jour gériatrique. Et il y a énormément d'aspects sur lesquels on a travaillé qui concernent l'expérience d'accueil dans cet espace-là, qui sont pas du tout thérapeutiques. Oui. On ne guérit rien grâce à notre action. Par contre, on va faire en sorte d'améliorer l'expérience qui va être vécue, expérience qui pourrait être complètement traumatisante, parce que venir à l'hôpital pendant une journée pour une personne qui souffre de début de maladie d'Alzheimer, ça peut être extrêmement problématique. Et là, on va justement garantir que cette expérience elle va être bonne par plein de petites choses. Oui, comment ça se passe concrètement? Donc l'hôpital t'a appelé. Concrètement, tu commences comment? J'imagine que tu veux voir l'usage, donc tu vas à l'hôpital, donc là, tu mets à la place d'un patient et tu vois un peu comment ça se passe. On a tout à fait. En fait, ça serait très prétentieux de dire qu'on a la solution. Non, et on n'est pas non plus comment ça marche, en fait, professionnel de ce domaine. Le designer, comment... On passe la première chose, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur place à partager le quotidien des personnes concernées. C'est-à-dire tant évidemment les professionnels qui sont là, donc les médecins, les professionnels qui sont soignants, donc infirmiers, infirmières, mais tout le corps encadrant, entre guillemets.
Et on va passer du temps avec les patients, les familles, les personnes qui environnent ces patients, pour arriver à comprendre. Tu parles d'aspiration, on peut parler aussi de quels sont leurs sentiments en fait. Quelles sont les choses qui vont les traverser et peut-être mieux comprendre que, par exemple, une des choses sur lesquelles on avait appuyé, c'est dire que le séjour à l'hôpital, il est, même s'il dure qu'une seule journée, il est difficile, il peut être traumatisant. Ce qui est l'une des choses les plus traumatisantes, c'est de ne pas savoir s'y préparer. Et en fait, l'hôpital, il n'est pas forcément très habile pour dispenser des services ou un accompagnement en dehors de l'hôpital. Or, quand la personne, par exemple, va faire sa valise, son petit sac pour venir à l'hôpital, toute maman qui a été à la maternité, toute personne qui se rend à l'EHPAD, en fait, connaît cette veille d'entrée en institution. On a peur d'oublier quelque chose. Exactement. Et ça, c'est trop dommage. Et ça fait partie des choses. Alors aujourd'hui, fort heureusement, il commence à y avoir des choses qui sont des mémos, des choses comme ça. Je vois par exemple pour la clinique Pasteur à Toulouse, ils ont quand même beaucoup travaillé dessus aussi. Tout à fait. Et je sais que avant une hospitalisation, il y a tout un système où on reçoit, numérique justement, où on reçoit des messages, des textos, on peut s'enregistrer à l'avance, comme ça on n'a pas à faire la queue en arrivant pour s'enregistrer, etc. On peut directement aller au service en question. Et ce qui m'avait surprise, c'est qu'ils ont vraiment séparé le côté soins, finalement, de tout le côté service. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, de sa chambre, demander à être livré un bouquet de fleurs, voir au niveau des repas, si on a le droit à commander. Il y avait une conciergerie, en fait, qui avait été installée. Et c'est vrai que ça change la donne, de pouvoir commander à distance en magazine, des petites choses, c'est peut-être des petits détails, mais ça rend le séjour un peu plus agréable, moins aseptisé. Il y avait la petite trousse de bienvenue aussi. Tout à fait. Ça fait partie des... Ouais. En fait, c'est par rapport à ce que tu disais sur les aspirations, c'est que ça va peut-être avoir un poids extrêmement important. Autant ça va peut-être être assez difficile d'estimer de la qualité de la manière dont la prothèse de genou elle a été posée, même si au bout de quelques jours on commence à comprendre si on a mal ou en tout cas il y a des signes extérieurs comme ça qui peuvent nous alerter. Mais en fait il y a plein d'autres choses qui nous permettent de non seulement d'évaluer la qualité et de se dire moi ça résonne aussi avec ce qui a de la valeur pour moi. Donc je vais par exemple être très attentif aux fleurs par exemple. Donc j'aime pas entrer dans une pièce qui est toute blanche ou qui semble très propre mais dans laquelle il n'y a pas de vie. Donc apporter des fleurs, ça va m'aider aussi à surmonter les difficultés du rétablissement, par exemple. Oui, que ce soit un peu comme un séjour, il ne faut pas juste... Et ça fait partie. C'est pas évident pour une clinique, un hôpital, pour une institution, un établissement de santé. C'est de travailler sur d'autres aspects qui ne sont pas les actes techniques. C'est-à-dire que il n'y a rien. Enfin, moi, j'adorerais pouvoir travailler sur ces questions-là, mais en fait, bien souvent, il y a des protocoles, il y a des normes, il y a des choses qui sont d'ores et déjà établies pour savoir faire, je sais pas quoi, pour faire une prothèse de genou ou une intervention à cœur ouvert. Mais ça, en général, ils savent faire les hôpitaux, c'est très médical, etc. Mais effectivement, là où ça pêche, c'est que le patient dit « Ok, je vais me faire opérer, mais j'aimerais bien pouvoir être le plus détendu possible, que ce soit agréable. » Parce que souvent, il y a ce côté « Oh punaise, je vais être hospitalisé, la nourriture ne va pas être bonne, sur les clichés. » Et c'est normal. Il y aura du bruit, le matelas ne sera pas confortable. Ouais, c'est normal. En fait,
Moi, je parle de marque d'attention. Ouais. En fait, c'est quelles sont les manières de manifester à une personne qu'on reçoit, Ouais. qu'on prend soin d'elle. Comme un Airbnb, avec le petit mot d'accueil. Ça, Airbnb, par exemple, a très bien compris qu'il y avait des choses qui allaient avoir de la valeur pour les personnes reçues, qui sont une manière pour revenir au monde de la santé, une manière de prendre en soin. En fait, il y a plusieurs aspects dans le fait de se sentir soigné. Ouais. C'est justement avoir peut-être des actes techniques d'une grande qualité. J'ai la meilleure prothèse de genou, très bien, par le meilleur chirurgien qui a fait ça toute sa vie et qui sait faire ça comme personne. Mais en fait, à côté de ça, j'ai plein d'autres expressions de la prise en soin. Ouais. Je vois qu'on a été attentif à moi. Je vois qu'on me considère. Je vois que... pas comme un pion, mais comme une vraie personne qui ressent des choses. Et ça, c'est pas évident du tout pour un établissement qui a énormément de contraintes. Et en fait, il faut faire attention à pas jeter la pierre en fait sur les établissements qui aujourd'hui souffrent de sous-effectifs. Il y a quand même pas mal de défis. Tout est très lié. Ouais. Tout est très lié en réalité. C'est qu'il y a évidemment trop peu de personnel pour la charge de travail. Comment pallier ça et que l'expérience du patient reste correcte? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Et c'est un challenge pour les années à venir. D'ailleurs, j'imagine, tu disais qu'il y a 15 ans, ne serait-ce que le terme design, je crois même jusqu'à aujourd'hui, pour certains, ça reste quelque chose peut-être... Le terme design, si, mais design de service... Oui, c'est ça. Ça, ça, c'est pas forcément au courant. Quel challenge tu as rencontré, toi, pour finalement que les gens dans le monde de la santé comprennent ce que c'est et finalement s'y mettent, te disent, ok, Denis, on le fait avec toi. Enfin, est-ce qu'il y a eu des challenges ou pas du tout? Est-ce qu'ils étaient déjà conscients qu'il fallait faire des efforts à ce niveau-là? Est-ce que durant ces 15 dernières années, tu as vu à un moment donné un changement, une prise de conscience, un déclic? Ouais. Il y a quelques déclics qui sont un peu malheureux, hein, mais déjà, des challenges, il y en a encore énormément. Toute personne qui peut nous entendre et nous regarder aujourd'hui, en fait, sait qu'il y a encore énormément de défis à relever. C'est absolument pas acquis et j'adorerais que tout le monde appelle des designers pour travailler sur ces sujets-là. C'est pas du tout le cas. En général, on vient de te chercher ou c'est toi plutôt qui proposais tes services? Est-ce que les gens pensent comme ça naturellement au design de service? Les gens pensent pas naturellement au design de service. C'est pas. Je me suis doutée, je me suis dit du coup comment Strasbourg par exemple, c'est devenu. Alors à Strasbourg, ça a été l'objet de personnes géniales au sein de l'hôpital de Strasbourg. Oui, des gens ont été moteurs. Qui sensibilisés à ça? Qui connaissaient ces sujets-là, donc Christelle Carrier et Barbara Bay, qui étaient très très sensibles à ces questions-là, à ces questions d'usage, ces questions de design, ces questions d'environnement, d'architecture, de comment on peut travailler sur l'environnement de soins, mais d'une autre manière, pas simplement en ajoutant des tableaux au mur, en fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça se limite à peu près à ça. Donc aujourd'hui, il y a énormément de challenges, mais il y a plein de choses qui ont en effet fait des clics. Première, peut-être une des choses qui est un peu triste, mais je pense que le Covid a énormément fait bouger les lignes. Déjà en mobilisant et en tout cas en impliquant toutes les personnes sur le territoire
on va dire, à les mettre en éveil et être tout le monde bien attentif à qu'est-ce que c'est être en bonne santé, être à l'écoute de soi, etc. Et tristement, en fait, ça a, on va dire, révélé au grand public un état, en fait, vraiment avec des défaillances, en fait. Vraiment, ouais, assez inquiétant du système de santé et des établissements, notamment les sous-effectifs du côté des soignants. Donc avoir aujourd'hui un gros problème à prendre soin aussi, pas simplement des patients, mais aussi prendre soin des professionnels. Ils ont été quand même très très sollicités. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que pendant très longtemps, et depuis bien avant que ça n'arrive, on va dire, en France, on parle beaucoup de cette question de la voix du patient. Donc récemment, on parle pas mal d'expérience patient. Il y a l'Institut français de l'expérience patient. Il y a des groupes, des communautés qui se forment, Shared Patient Experience. Il y a plein de choses qui existent et qui disent, voilà, en fait, aujourd'hui, il est nécessaire de de réorienter, mettre le focus sur les humains du côté patient. Et en fait, je dirais que le Covid a rééquilibré aussi un petit peu le débat en disant, attention, aujourd'hui, il y a certes besoin de remettre beaucoup d'attention et beaucoup de ces marques d'attention du côté des patients, mais il va falloir faire énormément maintenant du côté des professionnels parce que bientôt, il n'y aura pas assez de professionnels pour prendre soin des patients. Et en fait, on a énormément aujourd'hui d'établissements qui viennent à prendre conscience qu'il va falloir travailler sur des questions de service, sur des questions de parcours, sur des questions en général d'innovation dans ces environnements, parce qu'il y a des problèmes de ressources humaines, des problèmes de fidélisation des personnels soignants, parce qu'il y a des problèmes d'attractivité aussi de ces structures. Et en fait, c'est étonnant, mais on y vient presque plus par... alors c'est peut-être un peu on va dire le symptôme côté hôpital public. Peut-être que du côté des cliniques privées, on s'intéresse un petit peu plus aux questions des patients. Mais du côté en tout cas de l'hôpital public et de la santé publique, on est vraiment sur des problèmes qui sont, ou en tout cas des projets qui sont beaucoup plus orientés vers les professionnels et comment on déploie tout un tas de dispositifs qui les aident au quotidien, tant les outils qu'ils vont avoir pour faire leur métier, mais aussi les environnements dans lesquels ils travaillent, pour que ces environnements ils soient davantage dignes, ou en tout cas à la hauteur des soins qu'ils prodiguent. Qu'ils soient en forme, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement, parce que c'est quand même un métier qui est quand même dur. Il y a ça, il y a aussi une autre dimension par rapport à la question des aspirations. Ça me fait penser à un projet sur lequel j'ai eu la chance de travailler dans la restructuration des urgences de l'hôpital de Cholet. Il y a une chose qui m'avait vraiment frappé dans les témoignages qu'on avait recueillis au cours des immersions jour et nuit aux urgences. C'était d'entendre les soignants qui disaient « mais nous, en fait, on a honte. On a honte de la manière dont on reçoit les patients. Aujourd'hui, c'est pas... en fait, c'est juste pas possible et pas normal, et on ne peut pas rester c'est frustrant quand même d'être en première insensible. Ligne. Ils sont quand même en première ligne quand même, quand ils se prennent les plaintes des patients, où ils se rendent compte des dysfonctionnements et peut-être, je ne vais pas jusqu'à l'erreur, mais des choses qui auraient pu être évitées.
et qu'ils avaient peut-être anticipé, mais ils n'avaient pas les moyens, en fait, en tout cas, de rectifier le tir, etc. Oui, de là avoir honte, effectivement, c'est quand même fort. Oui, mais ça s'entend. Oui. Ça s'entend quand, en plus, on parle de métier de vocation. Oui. On parle d'environnement qui demande énormément d'abnégation, c'est un mystère pour personne. Hein. Les principes de garde, les études qui sont très longues, les environnements. La sacrifice qui est forte. Et les vocations sont mises à rude épreuve. Surtout qu'aujourd'hui, pour pallier justement le sous-effectif, certains hôpitaux ont opté pour une sorte de... Ils ont pris le modèle de l'entreprise, entre guillemets, en disant on va rationaliser, on sort nos jolis fichiers PowerPoint ou Excel pour dire aux gens, ben voilà comment on va faire. Et c'est très bureaucratique, ce qui fait que parfois les pros de santé se disent qu'ils sont sur le terrain, mais c'est pas faisable. Enfin, Oui, votre tableau Excel dit qu'on peut faire ça, mais concrètement... On ne peut pas anticiper. Enfin, la santé, le patient, il peut avoir des complications. Il y a tellement de paramètres et beaucoup essayent de... Donc, du coup, il y a un fossé qui s'agrandit par moment, alors, pas partout, hein, entre les gestionnaires finalement et les soignants qui ne comprennent pas, qui disent mais... Et du coup, on voit certains, suite au Covid, qui ont été démotivés en se disant mais on y met tout notre cœur, on y met tout et finalement soit il y a un manque de reconnaissance ou finalement on n'a pas les bonnes conditions pour travailler et ils ne peuvent plus cautionner puisqu'encore une fois ils sont en première ligne. En effet, aujourd'hui, il y a une tension qui est palpable entre des logiques gestionnaires et des logiques humaines, des logiques de soins, des logiques des logiques aussi d'imprévisibilité. Donc c'est quelque chose qui existe et je pense que de ce point de vue, on est sur un moment un peu charnière où se dessinent des philosophies aussi justement de gestion de ces établissements et de ces environnements qui prennent en soin, qui sont très différents. Avec en plus des nouveaux acteurs qui sont des acteurs qui vont peut-être être plus volatiles, en tout cas qui vont s'immiscer davantage dans le quotidien des patients et des pros de santé et qui vont peut-être pouvoir s'abstraire et faire l'économie de certaines contraintes, notamment, voilà, on pense à des startups, on pense à d'autres types d'acteurs qui vont intervenir. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup par rapport à ça, puisqu'on voit que maintenant on parle de santé, du secteur de la santé, mais la santé, c'est pas que dans un établissement de santé, c'est aussi en dehors. Il y a déjà la notion de lien entre les hôpitaux et les médecins de ville, mais il y a aussi la relation entre le pro de santé et le patient dans son quotidien. Parce que souvent, on pense au patient au moment où il est malade, pendant l'opération, etc. Mais c'est vrai qu'en France, on est beaucoup dans le curatif, pas tant que ça dans le côté prévention, et aussi le continuum. Ok, j'ai fait mon opération, je sors, j'ai ma rééducation. Donc tant qu'il y a ça, je reste motivée. Puis à un moment donné, il y a une espèce de décrochage où c'est terminé, où le suivi est... Et aujourd'hui, il y a tellement d'outils, des dispositifs connectés, il y a tellement d'informations, il y a les médecines alternatives, il y a les technologies. Il y a quand même plein de choses en fait qui se greffent autour de la forme, le bien-être et la santé. Et toi, est-ce que tu as une expérience justement avec, tu parlais du monde de start-up, un dispositif connecté, je ne sais pas moi, on pense au tensiomètre qu'on peut faire à la maison, on peut prendre sa glycémie. L'autre fois, j'ai interrogé le CEO de Iki qui a créé de l'analyse urinaire connectée. Donc, au lieu d'amener son petit pot d'urine, c'est pas très réjouissant, au labo, on le fait chez soi et les résultats sont envoyés automatiquement via son smartphone, via une interface.
Tu as déjà intervenu aussi dans ce genre de choses pour se dire, tiens, comment est-ce que je fais pour éviter, je pense notamment aux déserts médicaux, que le patient ait toujours à se déplacer. Tu parlais de traumatisme d'aller en ambulatoire quelque part, mais peut-être que ça peut être évité. Est-ce que le design des services aussi rentre là-dedans? Tout à fait, oui. Et j'ai envie de dire encore plus que parce que on est de mon point de vue dans l'univers du domestique. Oui. On est dans l'univers de ce qui va faire les usages du quotidien. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, tu le disais, on a la chance d'être à une ère aussi où il y a énormément d'outils qui permettent de capter des données, de pouvoir très très facilement les retransmettre. Il y a des nouveaux challenges qui s'ouvrent de ce point de vue. Il y a le côté sécurité, mais il y a aussi le côté fluidité. Enfin, à un moment donné, et puis structure des données pour qu'elles puissent être facilement ensuite interprétables, etc. On est à une ère aussi de l'avènement de l'intelligence artificielle à l'intérieur aussi de cette captation de données et cette interprétation de données qui peut être vraiment passionnante et très intéressante. Mais en tout cas, oui, il y a des choses à faire aujourd'hui pour faciliter. Tu parlais par exemple d'un petit device, un petit équipement qui va permettre de faire de l'analyse d'urine chez soi, etc. En fait, il y a quand même deux éléments dans cette phrase. C'est le fait d'avoir un équipement qui est quand même très très spécialisé et qu'on va faire tout seul chez soi. Oui. Et ben en fait, ça c'est quand même deux éléments qui disent là, il va falloir que ce device-là, il soit très très bien conçu. Oui. D'un point de vue objet, est-ce que je vais réussir à m'en servir simplement, mais aussi tout l'usage, quoi. Est-ce que je vais réussir à quel moment il faut que je fasse cette analyse d'urine, à quel moment il faut que j'envoie, quels sont les feedbacks qui vont être donnés, même, etc. Il me disait le CEO, comment je la fais, la mesure, parce qu'il disait que l'urine était vue, il avait fait une étude avant de faire le design du coup de son lecteur, c'est que les gens avaient une peur bleue d'être en contact avec leur urine, c'est quelque chose de sale, etc. Donc il a dû vraiment penser à comment est-ce que je fais pour que la personne mette la bonne quantité d'urine sans qu'elle soit en contact avec l'urine et que techniquement il y a une quantité suffisante, etc. pour que l'analyse puisse se faire correctement, avoir les bonnes données, etc. Tout à fait. Et même le challenge aussi qu'ils ont rencontré, c'est parce qu'ils avaient ciblé les maladies rénales, c'est que c'est souvent une population un peu âgée. Donc le côté déjà j'ai un outil nouveau, le côté j'ai un smartphone avec une application. Donc ils ont réfléchi, peut-être qu'il faut passer par le pro de santé, les dents, etc. Parce que tout le monde... Ou ce qu'ils ont trouvé, c'est d'avoir une mémoire pour pouvoir stocker un grand nombre d'analyses. Et comme ça, il peut le garder. Et quand il va chez son médecin, c'est le médecin qui récupère ensuite toutes ces données. Enfin, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on est seul chez soi, il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit facile. Et c'est certainement... adapté à chez soi. Oui. En fait, c'est certainement une des contraintes. C'est où est-ce que je vais ranger. Il y a plein d'aspects comme ça qui peuvent paraître complètement anecdotiques, mais qui peuvent vraiment détourner la personne de l'usage, de l'observance par exemple d'un traitement ou du suivi par exemple correct de ces analyses. Tout ça, en fait, ça va être dans la... On parle beaucoup d'encapacitation des patients. Et plus ça va aller, plus en fait, on va en capacité. Nous, les patients, vont être en capacité à justement faire certaines choses qui sont peut-être qui peuvent être mises entre nos mains et
pour décharger un peu les professionnels, pour avoir aussi certaines analyses qui peuvent être plus fines. Aujourd'hui, on a des choses qui sont absolument géniales, qui nous permettent de mesurer notre fréquence cardiaque des dizaines de fois par jour, de mesurer peut-être... L'attention, je parlais de l'attention, et l'anecdote que j'avais eue, c'est que un client que j'avais vu par le passé, chaque fois qu'il allait voir son cardiologue, il avait une tension hyper élevée. Et une fois qu'il a eu son tensiomètre à la maison, il se rendait compte que la maison, il n'y avait pas de souci. En fait, il était tellement stressé d'aller voir son cardiologue que cette mesure spot, là, ponctuelle, elle ne reflétait pas la réalité. Du coup, le cardiologue lui avait prescrit des médicaments pour faire baisser sa tension, qu'à la fin, il était en hypotension, il ne comprenait pas. Et grâce à cet outil de tensiomètre connecté chez lui, il s'est rendu compte qu'en fait, sa tension allait très bien. C'est juste qu'au moment où il allait voir le médecin... Et ça... Ou sinon, on peut associer semaine, week-end ou un événement particulier qui modifie un paramètre de santé. Et du coup, le pro de santé a une vision plus globale et ça lui permet finalement de prescrire le meilleur traitement. Exactement. Donc on va pouvoir, grâce à des dispositifs qui sont bien faits et qui savent bien s'intégrer de la manière la plus naturelle possible dans le quotidien des personnes, on va pouvoir très certainement aller vers une santé qui va être plus fine, plus adaptée, plus pertinente. Toutefois, en fait, ça veut dire avoir des dispositifs qui sont vraiment bien conçus. On parlait là, juste avant, de où est-ce que je range le dispositif d'analyse d'urine. En fait, je dis ça vraiment sans blaguer. Il y a vraiment énormément de dispositifs qui aujourd'hui sont boudés parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois emporter au travail. Comment je fais? En fait, où est-ce que je le mets? Est-ce que je peux le mettre dans mon sac? Peut-être pas. On a beaucoup travaillé sur des dispositifs pour le sommeil, autour du sommeil. En fait, c'est super intéressant en fait. Comment à l'époque, quand on travaillait avec une startup qui s'appelle Dream ou même WeThings, en fait, qui va acheter un dispositif pour monitorer son sommeil? C'est certainement quelqu'un qui a une petite angoisse là autour du sommeil. Donc comment faire un objet, faire un produit, faire un service, des interfaces qui ne vont pas rajouter à l'angoisse de mais je n'arrive pas à dormir, mais est-ce que j'ai bien dormi, mais est-ce que j'ai eu un sommeil réparateur, mais est-ce que je fais de l'apnée du sommeil, en fait, sinon c'est la cata. Donc en fait, il faut être très soucieux à ce moment-là, à quoi je ressemble quand je dors, parce que est-ce que moi j'ai vraiment envie d'avoir une ceinture autour de la tête. Ça va me déranger. Je vais peut-être pas bien dormir. Moi, je ne vais pas bien dormir à cause de ça. Moi, je sais que j'ai un ami qui avait été à l'hôpital justement pour voir s'il faisait de l'apnée de sommeil ou pas. Et il me dit, mais en fait, j'ai pas dormi parce que j'avais peur de bouger les capteurs. Et puis, je les sentais, ces capteurs-là, ça m'a dérangé. Du coup, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ils n'ont pas pu faire de mesure. Il était désolé, mais il était tellement en mode... il faut absolument que je dorme pour mesurer, il n'osait rien toucher, etc. Ce qui fait qu'à la fin... Et il y a plein d'aspects qui sont contextuels, qu'il va falloir, et qui semblent périphériques, mais qu'il va falloir vraiment, dont il va falloir tenir compte. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'apnée du sommeil va avoir un masque, un dispositif qui est... Mais en fait, c'est des gens, par exemple, qui... Et je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, hein, c'est quelque chose qui est connu de tous, qui vont avoir des vraies difficultés à se tenir à une régularité, par exemple, quand ils vont être au début de leur relation amoureuse, par exemple. Parce que ça va être extrêmement stigmatisant, extrêmement handicapant, peut-être même difficile d'assumer ça avec son ou sa partenaire, d'avoir une machine qui dort avec soi. Donc
En fait, on peut se dire, en fait, c'est complètement anecdotique. La personne, elle va quand même vachement mieux dormir quand elle va être équipée. Oui, mais en fait, si ça contrarie une aspiration qui est profonde et qui est importante à ce moment-là dans la vie de la personne, ça ne va pas se passer. Donc, comment on en tient compte? Et ça fait partie du travail du design, que de savoir conjuguer des aspects très fonctionnels, opérationnels, techniques, et des aspects qui sont profondément, on pourrait dire, émotionnels. C'est qu'est-ce que je vais ressentir, qu'est-ce qui va être ma préoccupation à ce moment-là aussi. Et à quel moment, du coup, on fait appel à toi? À quel moment d'un projet, par exemple, je suis un entrepreneur en santé, je suis en train de développer mon dispositif. À quel moment c'est trop tard, non? Non, le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce qu'en fait, c'est bien souvent, non mais blague à part. En fait, c'est au moment où je réfléchis à comment je résous le problème. Dès là, je peux déjà commencer à être sensibilisée, à me poser quelques questions avant de concevoir. Parce que souvent, les startups, ils se focalisent sur la techno, etc., l'IA ou autre élément. Et on y pense après coup. Donc, pour toi, dès le moment où on commence à... Puisque là, on parle de service. Donc, effectivement, c'est pas au moment où on conçoit le prototype, c'est carrément le moment où on envisage concrètement comment on résout la problématique de A à Z. Le plus tôt possible. Tu parlais de l'analyse d'urine, par exemple. En fait, avant même d'imaginer une techno, avant même d'imaginer la forme d'un produit, etc., il y a quelque chose qui a heurté l'entrepreneur qui s'est dit, moi j'ai envie de travailler là-dessus, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je vois qu'il y a quelque chose sur lequel il y a tout intérêt à imaginer quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, je pense qu'on a tout intérêt à croiser nos regards, parce que à ce moment-là, l'entrepreneur peut avoir une vision justement qui peut être très technique. Par exemple, se dire oui, il y a besoin tel indicateur, il faut telle molécule chimique, etc. Et à ce moment-là, moi, je peux apporter une autre dimension en disant allons à la rencontre de personnes qui ont des problèmes de reins, par exemple, ou qui ont besoin de faire très régulièrement des analyses d'urine. Et on va aller voir des gens qui vont un peu mettre à l'épreuve cette conviction, cette intuition, et aller glaner qu'est-ce qui fait leur quotidien pour mieux comprendre à quoi il faut être attentif pour garantir que l'usage va exister derrière. D'accord. Parce qu'on peut avoir le meilleur dispositif techniquement, le meilleur dispositif économiquement, c'est-à-dire qu'il va casser les prix, ça va être génial, il va faire la même chose que le concurrent, mais 2 fois moins cher, ça va être super. Mais si en fait on est passé à côté d'un vrai biais de comportement ou un vrai biais d'usage, en fait, malheureusement, ça ne sera pas utilisé. Notamment dans le milieu des pros de santé, où il y a plein de dispositifs et tout, sur le papier, ça a l'air génial. Sauf qu'au moment où ils veulent laisser l'intégrer dans le parcours de soins, le pro de santé dit non mais attendez, mais j'ai pas que ça à faire quoi. J'ai pas le temps. Si en plus il faut que j'ai encore une identifiant supplémentaire, que ça me prend du temps, non. Ou je sais pas de suite comment on le fait, ou j'ai une assistante. En fait non, j'ai pas d'assistante, donc comment je le fais? J'ai tant de temps avec mes patients. Et d'ailleurs, je crois que, je sais plus si m'en avait parlé, je crois que les 3/4 des innovations des outils numériques ne sont pas adoptées, si c'est pas plus. Parce que, quand on leur demande comme ça, ils disent oui, effectivement, j'ai ce problème-là, mais concrètement, je ne peux pas l'utiliser, enfin, j'ai pas le temps, ou je sais pas, ou c'est pas adapté. Par exemple, pour les infirmières qui sont en libéral, qui se déplacent tout le temps, qui disent non, à quel moment vous voulez que je me connecte à mon ordinateur pour me connecter à la plateforme web? Non, je suis tout le temps sur la route, je suis en déplacement. Moi, j'ai que mon smartphone et il faut que ça soit très rapide, où j'ai parfois pas de connexion à ce moment-là. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça bloque. Donc oui, je te rejoins. Dès le départ, au moment où
dès qu'on a fait son exploration de marché, si on en a fait une, t'intégrer déjà pour interpréter finalement et poser les bonnes questions finalement aux cibles du produit ou du service qui est développé. C'est vraiment crucial, tu as dit le mot, c'est l'adoption. Oui. Garantir que les choses elles vont être adoptées, parce qu'il y a beau inventer des choses magnifiques, faire œuvre de créativité par rapport à certains sujets, aucun doute, il y a des tonnes d'idées. Par contre, des idées qui vont être véritablement adoptées, il y en a pas beaucoup, et en fait ça repose beaucoup sur cette dimension-là. Et ton exemple sur la question du temps, de la connexion, etc., explique très certainement la raison pour laquelle il suffit de pousser les portes d'un hôpital et de voir les outils qu'ils utilisent et on est... En fait, c'est la déprime, quoi. Ça prend du temps. C'est vraiment trop dommage. Et en fait, il n'y a pas le temps consacré aujourd'hui, ou en tout cas pas la prise de conscience qu'il est nécessaire d'apporter un soin particulier à ces outils-là, parce que sinon il y a beaucoup de temps qui est perdu, il y a des données qui sont mal collectées, il y a des télétransmissions qui met aussi en péril des parcours et potentiellement le travail et la santé le travail des professionnels et la santé des patients. Il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui perfectibles, mais tout le monde connaît la double saisie d'informations à l'hôpital ou à la clinique, c'est le même topo. Il faut un spécialiste, plusieurs spécialistes, il faut encore amener son dossier médical. Alors il y a mon espace santé, mais bon, pour l'instant il y a encore un peu de temps. Qui y va aussi vite que possible, mais qui aujourd'hui ne résout pas exactement ce principe-là, c'est qui doit remplir mon espace santé. Voilà. Souvent, les généralistes disent déjà qu'il faut que je m'occupe de pas mal d'administratif qui prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute encore cette étape-là? Exactement. Et d'après toi, dans, je sais pas moi, 30 ans, comment est-ce que tu imagines le secteur de la santé? Alors, on va prendre deux cas. On va prendre... Merci de me simplifier la question. Non, on va prendre deux cas. On va dire dans un monde idéal pour toi, qu'est-ce que ça devrait être dans 30 ans? Et ensuite, tu m'expliqueras pour toi en réalité ce que sûrement ça sera. Mais déjà, toi, dans un monde idéal, on va dire que le design du service est pris en compte dans les parcours de soins, les dispositifs. Pour toi, qu'est-ce que ça va permettre en fait? Si les gens en prennent conscience et l'utilisent. On veut dire que là, nos auditeurs ils nous regardent, ils nous écoutent en se disant, là, si tout le monde s'y met, qu'est-ce que ça peut donner dans 30 ans? J'aurais envie de dire que je ne suis pas doué de vision. Et je vais te faire une réponse un peu détournée, mais je pense que une des choses qui pêche clairement, c'est justement le fait qu'il n'y a pas grand monde qui est capable aujourd'hui de dire dans 30 ans ça va ressembler à ça. Oui. Tout le monde s'accorde à dire que ça serait vraiment bien que les patients soient outillés pour avoir évidemment des données qui puissent être récoltées régulièrement, de manière sécurisée, avec une certaine souveraineté, que les établissements communiquent bien entre eux et qu'il n'y ait pas besoin de sortir son dossier pour qu'il puisse être accessible et que en fait la santé elle appartienne à la personne en tout cas ces données de santé appartiennent à soi et que ça puisse aider aussi à une prise en soin fluide, sans couture, que l'humain soit évidemment très présent et je crois qu'il
il y a une fascination pour la robotique, pour de l'intelligence artificielle qui libère les professionnels de certaines tâches qui sont répétitives ou de tâches sur lesquelles il peut y avoir de la perte d'attention ou pour pouvoir prendre plus de monde en charge et en soins. Et tu penses que ça pouvoir va permettre... passer plus de temps aussi avec le patient. Tu penses que ça va permettre justement de prendre plus de monde ou au contraire d'augmenter la qualité? En fait, les deux, parce qu'en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Malheureusement, en fait, là aujourd'hui, il y a besoin de prendre plus de monde en soins et les prendre mieux en soins. Aujourd'hui, c'est ce qui est déploré, c'est qu'il y a trop peu de personnel qui est là pour assurer et prendre en charge le flux entrant. Et derrière, ça a un impact direct sur la qualité. Donc les deux sont clairement liés. Je dirais que, bon, on peut faire des projections comme ça, ça ne va pas surprendre grand monde en fait. Je dirais qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires et qui doivent être vraiment, qui sont des grandes modifications, je pense, et qui sont des modifications culturelles très importantes qui doivent opérer pour que ça se passe. La première chose, je dirais que c'est la coopération entre les acteurs. Oui. En fait, il y a aujourd'hui un vrai challenge là, dans le monde de la santé, qui est un monde extrêmement réglementé, normé, avec des corporations qui sont très fortes, une tradition, un héritage, etc. Il y a un problème vraiment intrinsèque à la coopération et faire en sorte que les acteurs se parlent entre eux, travaillent ensemble, élaborent ensemble des parcours, parce que pour le patient, il n'en a absolument rien à secouer de savoir que c'est plutôt du ressort d'un tel ou d'un tel. Un patient qui va mal, il a envie d'aller mieux et qu'importe que ça mobilise tel ou tel techno, tel ou tel professionnel, tel ou tel établissement, telle ou telle structure de l'État, absolument rien à faire. Et c'est bien légitime, surtout au moment où on va mal. Peut-être que tu parlais plutôt de perdre, on n'a pas la patience, bah oui en fait, et c'est normal de ne pas avoir la patience à ce moment-là. L'autre chose qui me semble important à faire évoluer, en fait, et là je prêche un peu pour ma paroisse, c'est cette capacité à se projeter. D'accord. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a face à ces défis qui sont importants, qui bouleversent, qui secouent en fait des disciplines qui sont en place, un écosystème, c'est encore plus important de réussir à se projeter, de réussir à imaginer qu'est-ce que va être demain. Et ça, c'est pas simplement pour se dire je le fais maintenant, j'imagine demain, mais c'est qu'il va falloir constamment se mettre à la table de l'imaginaire là, pour se dire qu'est-ce que ça va être demain. Parce que demain va être, et le Covid nous l'a montré, mais en fait ça existe au quotidien à plein d'autres échelles, demain va être imprévisible. Ouais. Demain est imprévisible. On parle de dérèglement climatique, on parle de fractures sociales importantes, on parle de problèmes qui vont avoir une incidence sur le système de santé. D'accord. Et ce système de santé, il ne va pas falloir qu'il soit trop en réaction. Il va falloir qu'il réussisse à anticiper, il va falloir qu'il réussisse à faire ses mouvements, en tout cas avoir cette culture et cette gymnastique qui soit souple et agile pour
savoir avoir un petit temps d'avance, savoir s'accommoder d'un environnement qui va bouger, donc de patients qui vont être de type nouveau, de patients qui vont avoir des préoccupations nouvelles, de patients qui vont être équipés autrement, de patients qui vont être en nombre différent. Parce que le secteur de la santé, effectivement, évolue, mais celui en dehors de la santé, là, de la forme, etc., il avance très vite. Exactement. Par exemple, je vois, il y avait Pierre Fabre qui présentait son application Eczema Care Plus, où effectivement, le patient peut juste prendre des photos chez lui et il sait à quel moment il peut anticiper une poussée d'eczéma. Il fait quand même plein de choses, puisqu'il répond aux besoins du fait qu'on est passé de 4000 dermatologues à 3000, que pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 8 mois, voire 1 an. Et du coup, c'est un outil où le patient peut s'occuper de lui sans forcément passer par un pro de santé. Alors, ils disent que c'est pas pour remplacer le pro de santé, mais à un moment donné, il faut quand même pallier le manque de dermato. Donc, je pense que ça va se démultiplier, ce genre d'initiative, pour que les gens puissent arrêter d'attendre, encore une fois, que le secteur de la santé soit disponible, etc. Parce que souvent, on attend tout le temps. Et de se dire, mais en attendant, j'ai le pouvoir, je me réapproprie ma santé, ma forme, mon bien-être, j'ai les outils pour le faire. Sauf que tout le monde ne sera pas en mesure de le faire, parce que je pense qu'il y a une éducation numérique. Je pense que tout le monde n'a pas forcément cette éducation, ou cette appétence, tout simplement. Et peut-être que, est-ce que le rôle du design, ça va justement aussi aider une sorte d'inclusion, de dire comment on fait pour ces personnes qui... Carrément. Qui ne peuvent pas, pour moi, personnes âgées qui ne peuvent pas... Ça fait tout à fait le lien avec ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que avoir des outils aussi fabuleux soient-ils, mais qui ne peuvent pas être adoptés, c'est un problème, et qui ne peuvent pas être adoptés par une personne très digital savvy, ou quelqu'un qui va au contraire pas être très à l'aise avec tout ça. En fait, c'est pas la question. La question, c'est il y a une personne qui a besoin d'aller bien. Et pour ça, peut-être que Eczema Care Plus va pointer quelque chose qui va être intéressant, c'est de dire là, à plein de moments dans la vie au quotidien d'une personne qui souffre d'eczéma, il y a plein de moments où elle n'a pas besoin d'aller voir un dermato. Il y a des moments où elle a besoin d'être rassurée, de pouvoir anticiper sa vie aussi. L'idée de dire tiens, je vais me pousser du coup, parce qu'effectivement l'eczéma, en ayant souffert il y a quelques années, il y a différentes phases en fait. Exactement. Quand c'est sec, quand c'est suintant, etc. Et c'est pas du tout la même chose qu'on doit appliquer sur les différentes phases. Donc effectivement, moi ce que je vois concrètement, ça permet d'avoir des éléments concrets pour dire ok, là je switch. et de pouvoir, de pouvoir. Et c'est là où en fait il y a l'outil, mais il y a l'outil et la manière dont la personne va vivre, quelle expérience elle va avoir. Peut-être qu'à un moment, la personne elle va avoir besoin d'un conseil nutritionnel. Il y a un moment où elle va avoir besoin d'un traitement. Il y a un moment où la personne elle va avoir simplement besoin d'anticiper qu'elle ne va pas pouvoir partir en voyage, par exemple. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui sont des préoccupations pour le patient, pour qu'il aille bien, et qui doivent être facilement accessibles, compréhensibles, qui doivent lui redonner, on parlait d'capacitation, empowerment du patient, et lui redonner les bons outils au bon moment. Dans les maladies type eczéma ou des parcours
comme des parcours en oncologie, il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'échelle de l'éducation thérapeutique, donc de savoir comprendre sa maladie, de savoir se l'approprier, de savoir en gérer une partie. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose quand on parle de certaines maladies aiguës ou voilà, on n'est pas forcément exactement sur. Il n'a pas de site. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'outiller tous les enfants pour faire de la prévention d'appendicite? Tu tranches les ongles, du coup on va te. Voilà, est-ce que c'est. Oui. Je pense que on est encore aujourd'hui dans un monde assez fasciné quand même par la techno. Oui. Sauf que tout n'est pas techno. Pour moi, tout n'est pas techno. Pour moi, moi, c'est ce que je conseille aux entrepreneurs que j'accompagne, les startups, c'est au lieu de commencer par la techno. Alors la techno, c'est bien, hein, c'est des actifs pour investir, pour valoriser l'entreprise, ça donne envie, c'est passionnant même pour eux en tant qu'entrepreneurs. Mais vraiment de ne pas oublier de partir du besoin. Et ensuite, la technologie est au service du besoin et pas l'inverse. Parce que je vois souvent le côté j'ai ma techno et bon, au fait, qu'est-ce que j'en fais? Et ils essayent de faire rentrer le carré dans le cercle. J'ai dit non. Alors, on insiste beaucoup, va faire une exploration de marché. Il faut que tu saches mieux que ton futur client ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il mange, ce qui l'empêche de dormir, ce à quoi il rêve, pour que tu t'en rendes compte si ta techno est la bonne ou pas. Ça ne viennent pas en général. Et si jamais c'est pas la bonne, comment est-ce que tu peux t'adapter et au mieux le faire, comme tu dis, dès le départ, plutôt que finalement avoir dépensé je ne sais combien de temps, d'énergie et d'argent, pour qu'au final, une fois que c'est dans les mains du client, ils disent non, se faire bouder et avoir une sorte de déception, parce que souvent ils ne comprennent pas, ils disent mais je ne comprends pas. J'ai tout fait, c'est brillant, oui d'accord c'est brillant, mais comme tu l'as dit, c'est l'usage. Et à un moment donné. Et c'est ça, c'est que j'irais plus loin quand tu dis aller rencontrer et mieux comprendre quel est le besoin. Pour moi, j'insiste, c'est mieux comprendre quels sont les usages, parce que bien souvent, les besoins ne peuvent pas être verbalisés. Oui. Les besoins sont difficiles aussi à identifier. Oui, mais pas forcément les mots. Hein. Des fois, c'est compliqué. Tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne revit pas son parcours, des fois, on oublie que le petit détail qui a son importance. Et c'est toute c'est un peu le momentum quoi, de l'entrepreneur, c'est de savoir à un moment croiser des choses, c'est-à-dire croiser quelque chose qui va être repéré comme une préoccupation de ses potentiels clients ou patients et le croiser avec une techno à laquelle il pense, un mode de distribution particulier, une mise en forme ou un procédé de fabrication qu'il a déjà croisé. En fait, c'est la créativité, quoi. C'est le moment qui ne se commande pas. Mais en tout cas, on peut accélérer un tout petit peu et surtout dérisquer ce moment-là, justement en allant observer différentes facettes. Et c'est pour ça que je dis, moi, en tant que designer, je n'ai pas la science infuse et je ne suis pas capable de voir tous les aspects. Mais clairement, je peux apporter quelque chose sur la dimension des usages. Sur cette dimension-là et garantir que derrière, on va énormément dérisquer des investissements dans, que ce soit des produits, des services, etc. Mais on va dérisquer des investissements en avérant est-ce qu'il va y avoir de l'usage ou est-ce qu'il va falloir travailler davantage sur les usages ou davantage sur la techno ou davantage sur un modèle économique ou davantage sur un modèle de distribution, etc. D'accord. Pour aider éventuellement ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais sur le design de service ou un mentor ou peut-être que toi-même tu as peut-être une chaîne YouTube, j'en sais rien, parce que s'ils veulent se documenter là-dessus.
Alors, il y a plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais quelque chose qui t'a marqué, qui te dit tiens, c'est pas mal. Alors, pas forcément purement trop technique, mais quelqu'un quelqu'un de débutant, se dit tiens, un entrepreneur par exemple, ou même une clinique, ou peu importe, quelqu'un qui s'y intéresse, dit tiens, il a raison Denis, je veux m'y intéresser. Comment il peut se documenter? Alors, purement sur je dirais qu'il y a je vais te parler peut-être il y a une exposition qui a eu lieu il y a pas très longtemps au pavillon de l'Arsenal à Paris, qui s'appelait Soutenir, je crois, qui est une exploration de l'architecture et des lieux de soins et le lien qu'il y a entre finalement le prendre en soin et ces environnements-là. Et je dirais qu'il y a un deuxième bouquin moi, que j'adore et qui est vraiment trop bien. Donc l'exposition a fait l'objet d'une publication qui est vraiment très bien aussi. Et cette publication, on la trouve dans toutes les bonnes librairies. Non, je sais pas. Non, à la limite, ce qu'on fera, on en parlera après, je le mettrai à disposition. Ouais, les liens. Un autre ouvrage, moi que j'aime beaucoup, c'est un ouvrage d'un médecin qui s'appelle Fritz Kahn, et qui a représenté le corps humain, en tout cas pour essayer de le rendre intelligible. Il l'a représenté comme une machine, et en détaillant les fonctionnements des différents organes et la physiologie, etc. Et c'est vraiment... Ça s'appelle comment? T'as le nom? Je crois que ça s'appelle Man Machine. D'accord. Et c'est vraiment très cool. Et je t'en donne un troisième qui est très chouette, qui est sur ma table de chevet. C'est le cœur des femmes, que j'ai lu récemment à l'invite d'une très bonne amie. Pour le coup, c'est une BD, donc ça rejoint surtout le dessin et nos sujets. Donc le cœur comme une chorale, et qui est inspiré des écrits de Martin Winkler, qui est donc du bouquin qui s'appelle La maladie de Saxe. Donc le cœur des femmes, c'est une BD qui raconte comment on pourrait poser les bases d'une autre manière de prendre en soin, et notamment de prendre en soin les femmes dans les examens gynécologiques, et comment on considère en fait les femmes dans toute leur dignité. C'est un gros sujet, effectivement. C'est une très chouette... La Femtech se développe aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a du boulot dans le domaine. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Est-ce que tu as envie d'aborder quelque chose dont on n'a pas parlé? Non, peut-être toi, Adriana. Qu'est-ce que tu retires de notre échange? Et peut-être toi qui a de la curiosité pour différents acteurs en fait du monde de la santé. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis très heureux d'avoir pu témoigner en tant que designer dans ce monde-là. Mais est-ce que toi, ça résonne? Alors, oui, ça résonne, parce que je me rends compte qu'on ne met pas forcément le mot design de service, des choses qu'on fait, alors pas tout le monde, mais en tout cas, je vois certains confrères font inconsciemment. Parce que ce côté de vouloir rendre service et que ça se passe bien, que la personne, que son parcours se passe bien. Après, je me rends compte qu'aujourd'hui, certains le font à moitié finalement, puisque vu qu'on n'a pas mis de mots dessus et qu'on le fait de façon un peu spontanée, je pense que la plupart des personnes ne vont pas au bout des choses. Ou se posent la question un peu tard. Enfin, moi, je sais qu'ayant accompagné pas mal d'entrepreneurs, mais aussi de coachs santé, de praticiens en Ayurveda ou naturopathes ou des chirurgiens, entrepreneurs, voilà, tout ce petit monde-là.
c'est vrai que souvent, ils ne se posent pas la question au tout début. Ils se la posent au bout d'un moment. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on le fait un peu tard. C'est ce que je retiens. Et que c'est clé, finalement. Je me demandais depuis un moment comment est-ce qu'on fait pour vraiment répondre aux besoins, attentes et aspirations. Et pour moi, le design de service, c'est clairement la clé. Et en tout cas, une des clés pour pouvoir y répondre à cette question-là. Et aussi au côté amélioration continue. Parce que j'imagine que ça ne s'arrête pas au moment où on développe le service. Je pense qu'on doit récupérer des feedbacks ensuite des utilisateurs, puisqu'on a un monde imprévisible, comme tu dis, et du coup, au fur et à mesure, et ça souvent on l'oublie aussi. Une fois qu'on lance le produit, qu'on l'a délivré, ok, on pense au SAV, mais on ne pense pas à poser des questions sur l'usage en disant, au fait, est-ce qu'aujourd'hui quelque chose que tu utilisais il y a 5 ans, est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a des paramètres qui ont changé? Et je pense clairement, c'est quelque chose que je vais intégrer beaucoup plus dans mes accompagnements et aussi dans des choses que je développe beaucoup plus, de façon plus consciente. Voilà, c'est ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est essentiel de voir l'usage, qu'il faut le faire très tôt. Et finalement, ça ne suffit pas d'avoir de l'empathie. Il faut vraiment passer beaucoup de temps avec toutes les personnes concernées. Parce que souvent, on se focalise sur le patient, le client, alors qu'en fait, il y a toutes les personnes autour qui font que ça peut fonctionner ou pas du tout, ou à moitié. Et moi, je pense qu'en santé, il y a peu de choses qui fonctionnent à moitié. En général, ça fonctionne à moitié peu de temps. Et après... soit ça fonctionne, soit ça s'arrête. Voilà, c'est un peu... En général, j'aime pas que ça soit tout noir ou tout blanc, mais je me rends compte souvent sur ces dispositifs, c'est soit c'est simple, efficace, intuitif et les gens l'utilisent, soit si c'est pas le cas, ça marche pas. Et que peut-être pour certains services qui ne fonctionnent pas, il y a peut-être moyen de refaire un check-up complet. Complètement. Et c'est normal. Oui. Et finalement, alors peut-être pas possible tout le temps, mais de rectifier le tir. Et je trouve que c'est vraiment une clé. Alors moi qui prône beaucoup la santé individualisée, plus que personnalisée, vraiment individualisée, parce que je trouve que chacun en est unique. D'ailleurs, c'est une question du coup, est-ce que le design de service peut aller jusqu'à s'adapter à une personne en particulier? Parce que souvent, on se dit en général, mon dispositif va correspondre à un groupe de personnes, mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, être suffisamment agile pour s'adapter à chaque personne? Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, je crois qu'on a des... On va dire qu'on a des schémas, des paradigmes en fait, de se dire qu'il faut essayer de concevoir la même chose qui va s'adapter à tout le monde. Oui. En fait, pour être dans c'est un paradigme industriel en fait, qui est un peu malmené justement par le fait que grâce à des technologies numériques, on peut arriver à davantage individualiser, davantage segmenter des usages et proposer après à certaines catégories de population des choses qui vont leur convenir davantage, être plus adaptées. Donc oui, non seulement c'est possible, mais ça va l'être de plus en plus, puisque en fait on a des capacités de calcul aujourd'hui qui sont exponentielles et qui vont permettre de considérer les caractéristiques spécifiques d'une catégorie de population de plus en plus fine, de plus en plus petite, jusqu'à avoir, c'est tout l'enjeu de toute la health tech, c'est justement d'aller à collecter un maximum de data, de constituer des cohortes les plus larges possibles pour derrière
établir des modèles de préconisation, des modèles de prescription, etc., qui vont être de plus en plus fins et de plus en plus individualisés. Oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un échange très enrichissant. Je suis sûre que ça vous a intéressé également, ceux qui nous écoutez ou qui nous regardez. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre et je les ferai passer à Denis. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Denis. Merci Adriana et merci à tous pour votre écoute. Merci, à bientôt. J'espère que cette interview vous a plu et apporté de nouvelles perspectives. Vos réactions et vos pensées sont précieuses, alors n'hésitez pas à partager vos impressions, opinions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton d'abonnement qui est quelque part par ici. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations. Pour aller plus loin, rejoignez la communauté des designers santé pour découvrir et contribuer à des stratégies innovantes et durables de santé personnalisée, individualisée. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou qui apparaît peut-être par ici. Je suis Adriana Georges et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer à explorer et à imaginer la santé de demain. Restez curieux, inspirés et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.